bonjour mesdames, messieurs. Je voulais expliquer le problème de la nationalisation du pétrole iranien et Mossadegh, qui est en réalité, son nom est toujours assimilé avec la nationalisation du pétrole en Moyen-Orient. Depuis la nuit du temps, dans la région du sud-ouest de l'Iran, il y avait une sorte de pétrole à la surface, une sorte de pétrole un peu rigide, sous forme de goudron, qui était utilisé dans les palais. Il y a exactement 162 ans, un premier puits pétrolier a été, si vous voulez, mis sur pied dans la région de Masjed Soleiman. Et tous les problèmes de l'Iran moderne, de l'Iran d'aujourd'hui, a commencé avec ce puits de pétrole. Et malheureusement, c'est la réalité. C'est le sujet de mon intervention. Je pense que c'est un sujet qui ne concerne pas seulement l'Iran, mais c'est tout le Moyen-Orient. Le problème de la richesse nationale de ces pays, qui est à l'origine d'un problème beaucoup plus important, qui est l'absence de la démocratie dans ces pays. C'est pas difficile à trouver le lien. La compagnie britannique IOAC, je pense, c'est une société qui avait le monopole par un contrat avec le dernier roi de la dynastie Qajar, et qui avait le monopole de l'extraction et de l'exploitation et même de tout, même le choix du personnel, les gens qui doivent exploiter tout ça, c'était le monopole de cette compagnie britannique. Le peuple iranien n'en tirait pas du tout aucun profit, à part être la main-d'œuvre, c'était le seul profit pour les gens de la région. Donc, c'était quand même un play ouvert, parce que vraiment, après, avec des rapports français, un peu plus tard, en 1951, des services français ont publié des rapports qui prouvaient que l'argent du pétrole iranien n'a jamais été... il y avait 10%, je pense, qui revenaient au pays. Ces 10% ne sont jamais rentrés dans le budget de l'État ou de roi de l'époque. Et donc, finalement, c'était vraiment un pillage gratuit. En 1951, Mossadegh, qui était en réalité un jeune avocat qui avait fait ses études en France, député et puis président de groupe parlementaire pendant pas mal de temps, il est arrivé à la tête de pouvoir. En réalité, il est devenu premier ministre du Shah. Et c'est lui qui avait en réalité, qui était à la tête de l'appareil exécutif. Donc, aussitôt arrivé au pouvoir, sous le conseil de son ministre des Affaires étrangères, Dr Fatemi, il a décidé de nationaliser le pétrole iranien. Mais ça ne s'est pas fait tout seul, ça ne s'est pas fait tout de suite comme ça. Dans un premier temps, ils en ont parlé, ils ont essayé de négocier avec les Britanniques une distribution plus équitable. Ils étaient d'accord même pour avoir 50% de revenus pétroliers. La Grande-Bretagne a refusé. Donc, Mossadegh, pour pouvoir avoir la main mise sur le pétrole et la décision, il a décidé de nationaliser le pétrole, qui a été un très grand enthousiasme pour le peuple iranien, et l'Assemblée nationale de l'époque a approuvé cette décision à grande majorité. Et c'est de là que ça a commencé. Et évidemment, tout de suite après, il y avait des événements politiques qui ont suivi, c'est-à-dire l'Iran a rompu sa relation diplomatique avec la Grande-Bretagne, et évidemment, la Grande-Bretagne a empêché le marché du pétrole international d'acquérir le pétrole iranien. Donc, c'était le blocus total. Aucun pays n'osait acheter le pétrole iranien. Et donc, le pays est tombé dans le chaos. C'est un peu classique, on voit ça un peu partout. Et par la suite, on a vu la même chose. Mossadegh, qui était un fin dirigeant, il était
très rusé d'ailleurs, il a décidé de mener ce conflit sur la scène politique internationale. Donc le sujet a été traité par le tribunal international de La Haye en 1956. Et donc Mossadegh a réussi de gagner le procès. Donc le Grande-Bretagne a perdu tout espoir de remettre la main sur le pétrole iranien. Et pendant tout ce temps, le gouvernement de Mossadegh a essayé encore de négocier avec les Britanniques pour avoir une distribution équitable, mais la Grande-Bretagne voulait vraiment la totalité du pétrole. Ce qui fait qu'après l'échec au tribunal de La Haye, ils ont décidé de renverser le gouvernement de Mossadegh. Et ils ont agi par le biais de la famille royale, la sœur du Shah, qui était un petit peu si vous voulez, le top anglais dans le système royal. Ils ont réussi. Donc le Shah, dans un premier temps, a tenté, a envoyé ses gardes pour arrêter Mossadegh, alors qu'il était Premier ministre. Cette tentative a échoué et ça a donné place à une très grande manifestation à travers le pays où Mossadegh est devenu vraiment le personnage le plus aimé de l'histoire contemporaine iranienne. Il a été au sommet à l'époque, il paraissait partout un peu au Moyen-Orient. Mossadegh a été connu de cette manière à travers le Moyen-Orient. Et l'exemple de Mossadegh a commencé à devenir un exemple très dangereux, un exemple qui pouvait être très dangereusement suivi par les autres pays. Ça n'a pas duré. En 1951, c'était l'installation du pétrole iranien. En 1956, Nasser, en Égypte, a décidé de nationaliser le canal de Suez, qui était aussi important pour l'Angleterre, pour la Grande-Bretagne, qui perdait des grandes sources de richesses. Donc, il ne pouvait plus supporter Mossadegh. Il fallait absolument le renverser. Là, ils ont fait recours à notre diaspora en Iran, les religieux. Les religieux, depuis cette époque, ils sont devenus quelque part l'appareil qui agit dans le pays, et leur bras, pour mener à bien les lignes politiques, la politique de Grande-Bretagne. Et ça a commencé et ça existe, ça a continué. Et aujourd'hui, c'est toujours la même chose. Ce n'est plus Grande-Bretagne, c'est des grands capitaux, mais en tout cas, les religieux sont devenus, quelque part, ont pris cette tâche. Et c'est eux, finalement, qui ont réussi à renverser Mossadegh. Il a été, par un coup d'État qui était nourri par le CIA, les documents viennent d'être publiés récemment, ça fait un an qu'ils ont été publiés, par l'intervention directe de la CIA. Mossadegh a été renversé, arrêté. J'ai des photos qui sont très... c'est dommage que je ne peux pas vous le montrer. Il a été arrêté, un grand homme comme ça, qui a été traîné dans le bout. Il a été arrêté et jugé par les militaires. Dans un premier temps, il a été jugé, il a été condamné à mort. Et par la suite, puisque on avait peur de l'exécuter, donc on l'a mis si vous voulez, en résidence surveillée. Et il a décédé 6 ans après, dans son village natal. Et l'histoire de Mossadegh et la civilisation en Iran a fini de cette manière par cette dernière page. Mais l'histoire n'a pas fini, parce que l'exemple de Mossadegh a été suivi. 20 ans après, en Algérie, le pétrole a été nationalisé. Et de la même façon, ces tentatives de nationalisation des richesses nationaux des pays ont été toujours sabotées et ils ont trouvé d'autres moyens pour avoir le contrôle sur les richesses nationaux des pays du Moyen-Orient. Alors, voilà l'histoire
tel qu'il s'est passé réellement. Aujourd'hui, on a pas mal de confirmations par des sources très reconnues de cette version. Sur le net, on en voit très facilement. C'est l'histoire contemporaine, mais aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on peut très facilement voir en détail, avec les complots qui ont été faits par des gens qui sont vraiment... je pense que c'est des gens qui sont à l'origine de beaucoup de mal que nous vivons aujourd'hui dans notre société, dans la civilisation actuelle, parce que la question d'émergence de l'intégrisme religieux dont nous en sommes tous victimes aujourd'hui, et ce n'est qu'au début de sa vie, est une des conséquences de cette politique de pillage des richesses nationaux des pays sous-développés ou des pays en voie de développement. Je pense que tant que le monde, nos dirigeants politiques, ne comprennent pas, ne changent pas de façon de voir, évidemment aujourd'hui on pense que on pense que Total c'est une compagnie française, il a fait 12 milliards de bénéfices en 2015 en Iran, donc c'est bien pour la France. C'est faux. Aucun centime de ces bénéfices ne va dans la poche d'un Français ou une Française et ne sera pas utilisé dans la structure budgétaire de ce pays. Ce sont des capitaux. Ils agissent de la même manière. Aujourd'hui, on a la mainmise de trois grandes compagnies. Il y a la Chine qui vient de se rajouter à cet orchestre. Malheureusement, le pétrole, c'est pas seulement le pétrole, il y a le gaz aussi. Et je peux vous dire qu'il suffit d'aller regarder sur le net, la région la plus pauvre en Iran, c'est la région qui dort sur le pétrole et sur le gaz. Les gens, la pauvreté dans cette partie de l'Iran est inimaginable. Et le fait d'exploiter le pétrole et le gaz de manière irresponsable a créé des grands problèmes écologiques dans la région et dont le reste du pays en est touché. On a des grands problèmes avec comment on appelle ça, en fait, j'ai oublié le terme, c'est des sortes de déluges de terre qui s'en va partout, des particules qui envahissent le pays entier. Tout ça, c'est la conséquence d'une exploitation, disons, irresponsable des sources dans cette région. Je voulais aussi venir sur la conséquence politique, parce que la conséquence économique, nous avons tous droit à ça, à la télé tous les soirs. Ils nous montrent qu'est-ce qui se passe dans ces parties du monde. Mais les conséquences politiques, on en parle beaucoup moins. Il faut savoir que quand dans un pays, les gens, ils ont plus à manger, ils ont plus à se loger ou à s'habiller, ben ils pensent à partir. Aujourd'hui, vous posez la question à un Iranien, un Irakien, un Syrien, un Turc, enfin un peu moins de Turcs peut-être, mais si on donnait l'autorisation, la possibilité des habitants de ce pays de quitter leur pays, de venir vivre en France ou en Europe, ou même ailleurs, c'est pas exagéré de dire plus de 50% de la population de ces pays quitterait le pays pour venir vivre ici. Ces gens-là, ils veulent tout simplement vivre. Et ce n'est plus possible de vivre. Ce n'est plus possible de vivre dans ces pays. Parce que la richesse nationale, c'était le seul moyen. En plus, ce n'est pas seulement la richesse nationale. Tous ces grands capitaux qui veulent exploiter ces richesses nationales, pour pouvoir le faire sans l'opposition du peuple, sans une opposition efficace, qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils cassent l'opposition des opposants locaux. Et ils favorisent la dictature dans tous ces pays. Ils les aident, les dictatures. Non seulement on ferme les yeux sur ce qu'ils font, on les aide pour qu'ils restent au pouvoir. C'est exactement ce qui se passe en Iran. Par tous les moyens, on les aide. Donc, ce n'est pas seulement une politique de complaisance, parce que j'avais toujours tendance à dire qu'il y a une politique de complaisance envers
par exemple le régime iranien, parce que je connais ce pays, mais ce n'est pas le seul, c'est plus que ça. C'est de protéger ces dictatures. Eh bien, les conséquences, ça va nous tomber dessus. Parce que quand il y a la dictature, ça veut dire absence de démocratie, vous avez des générations qui sont nées, éduquées et formées sous la dictature. Donc, ils n'ont qu'une logique, c'est la logique de dictature. C'est la logique de force, la logique de l'agression, de la violence. C'est une conséquence directe de pillage de richesses nationales de ces pays. La politique de violence. Ces pays-là ne sont pas des déserts. Il y a des gens qui vivent dans ces pays. Ces jeunes, ces gamins, ces enfants qui sont nés, qui ne voient que la dictature, qui ne voient que la culture de la dictature. Parce que le régime iranien, pour pouvoir maintenir le peuple iranien, il est obligé de se prendre comme représentant de Dieu, envoyé de prophètes, d'agir sur la population pour les neutraliser, pour les contrôler. Et cette culture se propage. Tout ce qu'on voit aujourd'hui, quand je dis ici, ça veut veut pas dire que nous sommes propriétaires d'ici et il faut qu'on fasse. Non, c'est que c'est une partie du monde où on peut vivre. On peut vivre tout simplement, dignement. Donc, tout le monde cherche. Et puis avec eux, quand ils viendront tous dans un premier temps un logement, une vie normale, mais leur culture, cette culture, se déplace avec eux. C'est pour ça qu'on voit que des jeunes issus de deuxième génération, aujourd'hui, tombent facilement dans l'intégrisme religieux. C'est ça qui fait... Donc aujourd'hui, mon approche, c'est que si on veut vraiment penser à l'émergence du problème de l'intégrisme religieux dans les pays développés, dans les démocraties occidentaux, il faut revenir en arrière, il faut étudier le mal qui a été fait par le fait qu'on a cherché le pétrole, qu'on a cherché un canal pour transporter de marchandises, par le fait qu'on a cherché l'uranium ou tout ce qui est nécessaire ici. Évidemment, tout cela, il faut aller les chercher, mais pas de façon à nous démolir. Et une autre chose qui est importante aussi, c'est que il y a des conséquences, parce que tous ces grands capitaux n'ont aucun souci en ce qui concerne l'écologie. Donc, normalement, ils exploitent tous ces pays sans avoir le moindre souci pour le problème de l'écologie. Donc, c'est notre planète. Nos enfants, on ne peut pas savoir s'ils peuvent vivre ce que nous avons vécu. Aujourd'hui, mon intervention, c'est dans ce sens. Je dis, il faut tirer une sonnette d'alarme. Les problèmes de ce monde, ça ne vient pas du fait que je ne sais pas, que ces gens-là, ils sont musulmans ou ils ne sont pas musulmans ou ils sont chrétiens. Ça vient du fait qu'on est en train de les piller et qu'on n'arrête pas de les piller. Il faut arrêter. On peut vivre, il y a assez sur cette planète, il y a assez de ressources pour que tout le monde vit. Et maintenant, c'est plus possible. Et tout ce qu'on a fait depuis, je vous ai dit, 162 ans en Iran, les conséquences en Iran aujourd'hui, il y a un appareil militaire qui s'appelle le corps des pastarans. Vous ne connaissez pas parce que vous n'êtes pas iranien. Le corps des pastarans est une structure paramilitaire. Bon, dès qu'on dit paramilitaire, on imagine un homme avec un treillis et un fusil. C'est pas ça. C'est eux qui ont c'est cet appareil militaire qui fait les meilleurs, qui est en train de faire des contrats à travers le monde pour fabriquer des fusées, pour fabriquer l'arme atomique. Ils sillonnent le monde pour acheter des pièces détachées pour fabriquer une bombe atomique. Ils contrôlent la totalité de l'économie iranienne. C'est-à-dire qu'il y en a un qui importe le poulet, l'autre qui importe le beurre. À travers le monde, ils ont détruit la production nationale iranienne pour importer des produits. L'anecdote, c'est que l'entreprise Loué, vous le connaissez, c'est une entreprise française, il a coulé. D'accord ? L'acquéreur, c'était un de ces gens-là. Il a acheté ça en 1 million d'euros, alors que
C'est une production qui valait plusieurs dizaines de millions d'euros parce que c'était une liquidation judiciaire. Après, ils ont changé de nom. Donc, ce corps de Pastaran dont je vous parle, c'est lui qui exploite le pétrole, c'est lui qui exploite le gaz, c'est lui qui fait des barrages, c'est lui qui fait des routes, c'est lui qui assassine les gens quand il y a des émeutes. Voilà, c'est les conséquences. Et on ferme les yeux. Bon, maintenant, on voit un changement. On a vu, bon, je ne suis pas pour tel ou tel, mais il y en a un qui vient de dire que le corps de Pastaran doit être objet de boycott et de sanctions. Ça, on a bien ciblé pour là. Et je ne pense pas qu'on l'a fait parce qu'on aimait bien le faire, parce qu'on sait que c'est devenu très dangereux, que cet appareil militaire, économique et tout genre de ce que vous voulez, ils ont vraiment toute la science qui est aujourd'hui exploitée en Iran dans tous les domaines, c'est sous leur contrôle. Si un scientifique ne leur plaît pas, il les tue. Donc cet appareil, ils ont compris qu'il va bientôt être un vrai danger incontrôlable. Donc voilà, on essaie de le contrôler. Pour l'instant, on ne va pas l'éradiquer, à mon sens, on essaie de le contrôler. Et je pense que le mal est tellement évident. Et bon, nous avons tous notre petite inquiétude, parce que quand il y a un attentat quelque part, et que nous, on dit, ah oui, qu'est-ce qu'on fait alors? Par exemple, au cinéma ou à la salle, ou à telle fête, il y a tel jeune qui a été victime, ça pouvait être mon fils ou ça pouvait être ma fille. Cette inquiétude s'installe parce que nous sommes touchés directement. Et c'est de là que je pense que tout peut commencer à dire d'où ça vient. Pourquoi il y a tellement le problème d'intégrisme et les attentats terroristes, ça veut dire prendre la population pour cible. Pourquoi c'est devenu, en 10 ans de temps, c'est devenu le problème le plus important. Aujourd'hui, vous voulez prendre un avion, vous voulez faire n'importe quoi, vous êtes touché par ça. Chacun de nous sommes touchés. Alors, il y a 10 ans, il n'y avait pas absolument aucune de toutes ces choses. Donc, encore pour dire que c'est parce que nous sommes touchés, chacun individuellement, par ce problème, qu'on commence à y penser. Et aujourd'hui, je voulais apporter aussi mon petit touche en disant oui, il faut être inquiet, mais il faut aller chercher le problème à la source. Il faut arrêter de détruire l'habitat d'une partie de la planète pour qu'ils ne viennent pas. Parce qu'on fait ça dans la nature, vous savez, quand on rase les forêts, on dit on est en train de détruire l'habitat des animaux sauvages. Donc les êtres humains, ils vont pas disparaître, ils se déplacent. Il ne faut pas détruire leurs habitats. Leurs habitats, c'est ce qu'on pille. Voilà. Je pense que l'essentiel est dit. Merci Pascal. Ce n'est pas seulement un pouvoir théocratique, sanguinaire, qui a pris le pouvoir et qui ne veut pas s'en aller. Parce que ça, ce n'est pas récent. On en a eu toujours. C'est très différent. Pour vous expliquer, pour vous montrer un peu mieux, revenons aux années de la vie, aux années de l'Europe, de la vie d'Europe après la Première Guerre mondiale. Après la Première Guerre mondiale, on a vu l'apparition des groupuscules dans les rues de diverses villes de l'Allemagne qui parlaient autrement. Ils étaient exaltés, ils avaient une autre façon de penser que les gens de la rue. Ils pensaient que l'Allemagne est ceci, que la race est ceci, tout ce qu'on connaît tous. D'abord, c'était des groupuscules. Ce qui les différenciait des autres, c'était leur façon de voir le monde, leur façon de vouloir agir en fonction de leur idéologie, de leur regard sur le monde. Ces groupuscules se sont réunis et ils ont fait ce qu'on appelle le fascisme hitlérien, qui a démoli une partie de l'histoire de l'humanité. Au départ, c'était que des idées, et des idées qui paraissaient grotesques. Oui, celui-là, il est aryan, il a le nez plus ceci. Ça paraissait grotesque, mais c'était des idées qui différenciaient tel de tel. Aujourd'hui, nous avons le même phénomène.
il y a des gens qui pensent que parce qu'ils sont soi-disant envoyés de Dieu ou parce que telle ou telle raison, ils sont différents des autres. Ils sont mieux que les autres. Ils sont maîtres des autres. Ils sont maîtres de la vie des autres. Ils sont maîtres de la pensée des autres. C'est eux qui doivent décider comment les autres doivent s'habiller, comment les autres doivent manger, comment les autres doivent vivre, comment les autres doivent penser. Donc, ce phénomène, c'est ce qu'on appelle, moi, dans ma façon d'expliquer, je parle l'intégrisme religieux ou le khoménisme, parce que ça a fait une apparition avec l'arrivée de Khomeini en Iran. Quand Khomeini est venu arriver en Iran, lui, alors qu'il n'en avait pas besoin, il s'occupait du détail de la vie de chaque Iranien. Vous allez peut-être être étonné. Il avait dit lui-même, chaque enfant doit voir, écouter ses parents et venir à l'école rapporter ce qu'ils disent les parents à la maison. Ça, c'était des choses, des consignes quotidiennes. Donc, c'est une idéologie, qui a fait apparition à l'arrivée de Khomeini. Mais cette idéologie a commencé à vivre et à se développer, et puisqu'il y avait l'appareil d'État avec, c'est-à-dire il y avait l'argent, il y a un grand pays, 1 640 000 km² de terre, il y avait 40 millions de jeunes, donc des ressources inépuisables. Il a décidé de se propager. C'était un autre Hitler, il était assez fou et assez mégalomane pour penser qu'il peut être le maître du monde. Aussitôt après la Révolution, il s'est dit « je suis le leader des musulmans du monde, 1 milliard de personnes ». Il s'est proclamé le leader des musulmans parce qu'il savait qui il va devenir. Et il va devenir si on ne l'empêche pas. Ce n'est pas une question de chiite ou sunnite. Après, il y a beaucoup de complications. On a dit c'est des chiites contre ces. C'est pas ça. Il n'y a pas de chiites, sunnites, tout ça. Il y a tout simplement celui qui dit que je suis différent de toi parce que je prie mieux et donc j'ai le droit de te dire pourquoi tu es habillé comme ça. Moi, je peux vous montrer des dizaines de films où un homme, tout simplement dans la rue, passe à côté d'une femme, dit pourquoi tu es habillé comme ça? Un homme qui ne connaît pas, ils ne se connaissent pas. Pourquoi tu es habillé comme ça? Pourquoi ton foulard n'est pas à ça? Il n'est pas missionné pour ça. Donc, cette idéologie, quand il a fait son apparition, il a trouvé aussi ses outils pour accaparer le pouvoir. Ces outils, dès le départ, étaient différents des autres. Jusque l'arrivée de Khomeini au pouvoir en Iran, les gens qui voulaient mettre sous pression les gouvernements occidentaux, ils menaient des attentats contre l'armée, contre la police, contre les appareils militaires des Occidentaux. Khomeini, il a trouvé une astuce. Il a dit, ça, c'est pas efficace, parce que finalement, l'État français, il dit qu'il y a 50 soldats qui sont morts. Les gens, ils disent, eh ben, c'est leur boulot, ils défendent le pays. Donc, ça ne gêne pas beaucoup. Ça ne dérange pas trop l'État. Et l'État, au contraire, il en profite en disant, voilà, mes soldats sont morts pour la France. Puis voilà, ça le renforce. Mais quand il a fait son attentat en 1986 devant le Tati, il a changé de cible. Il a donné une leçon. C'est lui qui a commencé à donner cette leçon au monde entier, que les États occidentaux, si vous voulez les mettre à pied, il faut prendre la population civile en cible. Et aujourd'hui, on voit les résultats. C'est devenu une ligne politique. Même des gens qui ne sont pas iraniens, même des gens qui ne sont pas chiites, ni khoménistes, ni tout ça, ils ont compris ça. Et le gars, il prend son camion, il tue 200 personnes. Et il dit que ça fait mal, il sait que ça fait mal, que l'État français tremble, que les États occidentaux tremblent face à ce genre de phénomène, parce qu'ils sont désarmés, ils ne savent pas quoi faire. Donc, ça, c'était le premier arme. Deuxième arme de cette idéologie, c'était le prise d'otage. Il a commencé à prendre en otage des journalistes, parce que les journalistes se déplacent, ils sont courageux, ils vont un peu partout. Il les a pris aux otages pour prendre ce qu'il veut, des rançons, pas de l'argent, mais des rançons politiques. C'est-à-dire qu'en France, il avait des opposants, il voulait ses opposants. Eh ben, il prenait un otage, il le remplaçait, il le rechangeait, et je faisais un échange avec l'opposant. Ces politiques-là sont nées avec ce régime. Ils se sont développés, ils se sont, disons, taillés avec le temps. Et ils sont devenus aujourd'hui des politiques courantes, utilisées par tous ceux qui se reconnaissent sous ce coupole
de cette idéologie qui s'appelle l'intégrisme religieux. Aujourd'hui, même le Boko Haram, qui est dans l'autre côté du monde, il a la même pratique. Ce n'est pas la même couleur, mais c'est la même pratique. Il attaque les écoles. Donc, pour vous dire, aujourd'hui, c'est ça. Si on arrive à attaquer cette idéologie, pas attaquer, mais à comprendre que le danger est là, le reste, ça viendra avec. Obligatoirement, économique, social, tout cela, ça arrivera après. Mais le mal, l'origine du mal, l'œil du cyclone, si je puis dire, c'est là. Je dis rapidement que l'arrivée de l'intégrisme Khomeini en Iran, c'est exactement la suite naturelle de ce qu'il a fait le Shah pendant 15 ans. Il a évincé les nationalistes, évincé les forces démocratiques, et il a donné l'aile aux mollahs qui ont pris le pouvoir plus tard. Ça, c'est une première chose. La question, pour ne pas trop s'éloigner du sujet, puisque c'est important de ne pas s'éloigner du sujet, le problème de pillage des ressources naturelles, vous savez, ça change de forme. C'est vrai que l'Iran a le pétrole et le gaz, mais la Syrie n'a pas grand-chose. Enfin, il y a un peu de pétrole, mais c'est pas vraiment c'est pas pour ça qu'on va envahir un pays. Enfin, on va le mettre à feu et à sang pendant 6 ans. 6 ans, plus maintenant, c'est un peu plus. Et la question, c'est quoi? J'essaye de donner... Moi, j'aime bien Zola. Zola, il a un langage imaginé. J'ai grandi avec Zola. C'est pour ça que j'ai toujours utilisé sa façon de parler. Essayons d'aller un peu plus loin, de regarder cette partie de planète, nous tous ensemble. Imaginez un matin tôt, qu'est-ce qu'il arrive en Syrie? Eh bien, vous verrez en haut, quand vous êtes en haut. Vous voyez qu'une partie de la population est d'un côté, une autre partie de l'autre côté. Ils sont minutieusement en train de se préparer à s'armer bien. Ils vérifient bien si leurs armes ils marchent bien, s'ils ont assez de munitions. Ils mangent quelque chose s'ils trouvent. Et puis, ils essayent de trouver les autres en face pour les tuer le mieux possible. Et puis, s'ils peuvent démolir quelques routes, s'il en reste, ou quelques sites archéologiques, s'il en reste, ils le font. Oublions qui est contre qui est en face de qui. Regardez, la réalité, c'est ça, c'est que deux parties d'une population fait tout pour se tuer le plus possible, en plus grand nombre possible, le plus minutieusement possible. Et puisqu'il a besoin des armes, eh ben, ceux qui peuvent, qui ont la main mise sur le pétrole, eh ben, ils le bradent. Ils le bradent pour avoir des armes, pour aller mieux tuer les autres, pour aller mieux détruire les routes, l'infrastructure, tout ça. Donc, finalement, et puis vous n'avez pas de présence de soldats occidentaux. Ils se tuent entre eux. Donc, c'est une très belle solution parce que vous avez le pétrole et le gaz bradés, étant donné que le pétrole, puisque c'est vendu bradé d'un côté du monde, ça va être bradé de l'autre côté. Vous avez les gens qui se tuent entre eux parce que lui, il dit que je suis chiite, l'autre qui dit que je suis sunnite, et ils se tuent entre eux sous ce prétexte. Et puis le pays est détruit. On fait ça pendant 20 ans, 30 ans. Eh bien, en Syrie, qui était un pays quand même développé, sous-développé, mais il y avait quand même une infrastructure, maintenant c'est détruit. Eh bien, il faut mettre 30 ans pour le reconstruire. C'est une autre façon de pillage. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas seulement la question. C'est qu'aujourd'hui, réellement, si la guerre s'arrête en Irak, en Syrie, en Iran, eh bien, il faut 20 ans, 30 ans, encore vendre du pétrole et du gaz pour les reconstruire. Et dans 30 ans, on va encore les démolir. C'est ça le pillage aussi, c'est une autre façon de pillage. Et quand j'ai fait, puisque c'est important ça, quand j'ai dit qu'il n'y a pas de vrai conflit entre chiites et sunnites, c'est parce qu'en réalité, l'intégrisme religieux utilise toute forme de pensée pour, disons, pour que le feu démarre mieux. Tout. Et je peux vous donner des dizaines d'exemples concrets des groupuscules sunnites armés par le régime iranien, soi-disant chiite, pour aller tuer des chiites irakiens qui étaient contre le régime iranien. Et j'en ai des dizaines d'exemples. Il y a aussi un autre problème, aussi, c'est que l'Arabie saoudite, la région du Golfe, c'est une région riche, c'est un pôle très riche en argent, et il fallait trouver un moyen pour que l'instabilité du pôle Arabie saoudite et tous ses alliés soit un petit peu mise en cause. Donc on a créé un pôle chiite en face.
Mais dans vraie histoire, le chiisme et les sunnites n'a rien à voir, c'est pas l'origine des conflits. Les chiites et les sunnites, depuis 1300 ans, ils ont vécu ensemble sur ces terres. Ils se sont mariés entre eux. Il n'y a jamais eu de vrai conflit. Il y a des partis sunnites. Donc, toutes ces guerres, je dirais, ce sont des guerres qui sont inventées un petit peu comme les croisades à l'époque de Moyen-Âge et qui n'ont pas ils ne sont pas à l'origine réelle. Maintenant, c'est vrai que pour piller, il faut qu'il reste quelque chose à piller. On a vu que quand Koweït a été envahi, tous les puits de pétrole ont pris feu. Oui, il faut quand même des années pour remettre ça sur pied. En Irak, c'est pareil. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase de pillage, de pré-pillage, je dirais, parce que bientôt ces pays, ils seront obligés de se mettre au boulot et de reconstruire le pays. Et donc, ça va durer quand même plusieurs dizaines d'années, en bradant le pétrole, le gaz, tout ça. Donc, si on arrive à mettre fin à ce problème d'intégrisme religieux, je ne pense pas que pas les pays occidentaux, parce que ce n'est pas vrai ça, les capitaux qui dirigent ce monde changent de comportement. Je ne crois pas. Mais par contre, qu'est-ce que nous faisons, nous, alors, si nous sommes condamnés à ça, à pourquoi parler? Parce qu'il y a aussi la civilisation humaine. Il y a nous, il y a les peuples, il y a nous, les Français, les Britanniques, les gens, les peuples. Nous pouvons dire notre mot. Et là, on est en train de parler de notre mot. Nous devons au moins leur dire que nous ne sommes pas d'accord. Au moins, quand on vient écouter cette parole, quelque part, on leur empêche d'aller plus loin. Et je pense qu'à la longue, de toute façon, la civilisation humaine a ouvert son chemin. À la longue, ces histoires vont trouver une solution, parce que maintenant, c'est devenu impossible. Les dictatures continuelles en Iran n'ont jamais permis à ce que le produit de ces ressources naturelles revienne au peuple. Et ça ne viendra pas tant qu'il n'y a pas un régime démocratique. Et quel régime je souhaite? C'est très simple, un régime comme ici, enfin un système comme ici, un système démocratique, un système laïque, un système qui permet que chacun puisse s'exprimer, vivre librement, un État tel que nous vivons ici, pour lequel nous sommes heureux d'être ici et nous espérons pouvoir la même chose dans nos pays un jour. Voilà. Merci beaucoup. Un grand merci à vous, Pascal Bouchard. Merci.